Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une rivalité vraiment légendaire qui a totalement redessiné la carte du nord de l'Afrique. Le duel entre deux rois numides, Syphax et Massinissa, en pleine Deuxième Guerre punique. C'est une histoire d'ambition, d'alliances changeantes, de pouvoir, tout ça à l'ombre du conflit titanesque entre Rome et Carthage. Et au centre de cette histoire, il y a une question qui, je pense, nous divise encore aujourd'hui. Massinissa était-il un roi visionnaire, un bâtisseur d'État prêt à tout pour unifier son peuple, ou était-il un traître qui a simplement vendu l'autonomie numide à Rome pour satisfaire ses propres ambitions ? Il faut bien planter le décor, comme vous dites. La Numidie de l'époque, ce n'est pas un royaume unifié, pas du tout. C'est divisé en deux grandes confédérations de tribus. À l'ouest, les Masaciles, le royaume très puissant de Syphax, et à l'est, les Massiles, le peuple de Massinissa. C'est avant tout une lutte pour la suprématie entre deux royaumes frères. Exactement. Et je vais soutenir aujourd'hui que Massinissa, face à la trahison, face à l'adversité, a fait le seul choix stratégique possible pour créer une Numidie forte et unie. Et ce choix, c'était de s'allier à la puissance montante, Rome. Et moi, je défendrai le point de vue que cet homme était un opportuniste. Un opportuniste dont l'ambition dévorante a ouvert la porte à l'ingérence romaine, trahissant par là même la cause d'une Afrique indépendante. Une cause que son rival, Syphax, lui, essayait de le préserver. Alors commençons peut-être par corriger une idée reçue. Massinissa n'a pas toujours été l'allié de Rome. Loin, très loin de là. Ce jeune prince des Massiles était au départ l'un des plus loyaux et même l'un des plus redoutables alliés de Carthage. Il a combattu pour eux en Ibérie, il a versé son sang, sa cavalerie était redoutée des légions romaines. La loyauté, elle était là. Le point de rupture, ce n'est pas son ambition, c'est la trahison de Carthage. On lui avait promis la main de Sophonisme, la fille du général Hasdrubal Gisgon. C'était un pacte stratégique, une union des forces carthaginoises et numides. Mais Carthage, en voyant le pouvoir de Syphax grandir, a rompu sa promesse. Ils ont offert Sophonisbe à son rival pour s'acheter l'allégeance du roi le plus puissant du moment. Pile au même instant, son père Gaïa meurt et son propre royaume lui est volé par un usurpateur. Il faut imaginer sa situation. Il est en Ibérie, trahi par ses alliés, dépossédé de son trône. Il est complètement seul. Alors, forger un pacte avec le général romain Scipion, ce n'était pas un caprice, c'était un acte de survie politique. C'était en fait sa seule porte de sortie. C'est une lecture, disons, très romanesque des événements. Une lecture qui arrange d'ailleurs très bien la propagande romaine qui est suivie. Mais moi, j'aborde les choses un peu différemment. Avant que Massinissa ne devienne le protégé de Scipion, le véritable acteur majeur en Numidie, c'était Syphax, roi des Massaïsiles. Il contrôlait un territoire immense, une armée solide, et il n'était le pion de personne. Il a mené un jeu diplomatique extrêmement complexe. D'abord, il a négocié avec Rome. Il est même allé jusqu'à accueillir des centurions romains pour former son infanterie sur le modèle des légions. Ça prouve qu'il agissait en souverain indépendant, qu'il cherchait à moderniser son royaume et qu'il était capable de dialoguer avec les deux géants. Son alliance finale avec Carthage, scellée par son mariage avec Sophonisbe, ce n'était pas un coup de tête, c'était une décision géopolitique mûrement réfléchie. Décision de Massinissa, à ce moment précis, est une trahison, pure et simple. Pour une querelle personnelle et une couronne perdue, il a invité une armée étrangère à débarquer sur le sol africain. Il a déclenché une guerre civile numide qui, au final, n'a fait que le jeu de Rome et a mené à la chute d'un roi qui, lui, tentait de préserver un équilibre. Vous parlez d'équilibre, mais Syphax a lui aussi changé de camp. Il a commencé par combattre Carthage avant de s'allier à eux. Son équilibre, ça ressemblait quand même beaucoup à de l'opportunisme. La différence, et elle est de taille, c'est que Massinissa était plus lucide. Il était sur le terrain en Ibérie. Il a été le témoin direct de la défaite totale, écrasante des Carthaginois à la bataille d'Ilipa, en 206. Cette bataille, ce n'était pas un simple revers, elle a anéanti la puissance militaire de Carthage en Ibérie. Massinissa a fait un calcul froid et réaliste. Carthage était fini. Poursuivre cette alliance, ce n'était plus de la loyauté, c'était s'enchaîner à un cadavre. Un calcul réaliste ou une excuse parfaite ? C'est un calcul réaliste. Parce que vous dites qu'il a invité les Romains, mais est-ce qu'il n'était pas déjà en route ? Scipion avait déjà gagné en Ibérie. L'Afrique était la prochaine étape logique, avec ou sans Massinissa. La question n'était pas si Rome allait intervenir, mais avec qui ? Massinissa a simplement choisi d'être à la table des vainqueurs plutôt que sur le menu. Mais bien sûr, c'est ça la politique. Être à la table des vainqueurs, c'est une jolie formule, mais à quel prix ?
Il n'a pas seulement changé d'allié, il a offert à Rome la clé de l'Afrique, sa cavalerie numide, l'arme qui avait tant fait de mal aux Romains par le passé. Il a retourné l'atout majeur des armées africaines contre d'autres Africains. C'est ça, le cœur de la trahison. Il a transformé une guerre entre empires en une guerre civile numide, et ce, pour le plus grand profit de Rome. Attendez, mais c'est Syphax qui a déclenché cette guerre civile. Pendant que Massinissa se battait pour Carthage en Ibérie, Syphax a profité de son absence pour envahir les terres des Massiles et chasser le jeune roi de son trône. La solidarité numide que vous décrivez, c'est Syphax qui l'a brisé le premier par pure ambition territoriale. Massinissa n'a fait que riposter avec les moyens qu'il a trouvés. Et à ce moment-là, Rome était le seul moyen qui lui restait. Revenons sur l'affaire Sophonisbe, parce que je pense qu'elle est très révélatrice. Vous la présentez comme une raison d'État, une trahison politique qui aurait libéré Massinissa de son serment. Je n'y crois pas une seconde. C'était une manœuvre politique classique de la part de Carthage pour s'allier au roi le plus puissant et le plus stable de la région à ce moment-là. Un choix logique. Massinissa a utilisé cet affront personnel pour justifier une trahison qu'il méditait déjà. Et la preuve la plus éclatante, c'est son comportement juste après la victoire. Une fois Syphax capturé et sa capitale Cirta prise, quelle est la première chose qu'il fait ? Il ne consolide pas son nouveau royaume, il ne négocie pas le statut de la Numidie, non. Il se précipite pour épouser Sophonisbe le jour même. C'est l'acte d'un homme guidé par la passion, par une obsession personnelle, pas par une froide stratégie politique. Ah, mais au contraire, cette précipitation, elle montre justement qu'il n'était pas la marionnette des Romains que vous décrivez. Il savait pertinemment que Scipion voudrait exhiber Sophonisbe, la fille du grand général ennemi, lors de son triomphe à Rome. En l'épousant si vite, il tentait de la placer sous sa protection en tant que reine des Numides, son épouse, et donc intouchable. C'était un coup de poker, un coup audacieux pour affirmer sa souveraineté face à ses propres alliés. Il a perdu ce coup, c'est vrai, mais le simple fait qu'il l'ait tenté prouve qu'il avait sa propre volonté. Il a essayé de la sauver, même si ça signifiait défier Rome. Il a essayé et il a échoué lamentablement. Et cet échec, c'est le symbole de tout son règne. Scipion lui a fait comprendre très clairement que Sophonisbe marcherait dans son triomphe. Un roi vraiment souverain aurait-il accepté cet ultimatum ? Massinissa, lui, a cédé. Il a envoyé le poison à sa nouvelle épouse pour lui éviter l'humiliation. Un roi qui ne peut pas protéger sa propre reine de ses alliés, est-il vraiment un roi ou est-il un administrateur local avec une couronne ? Cet épisode, dès le premier jour de son grand règne, définit les limites exactes de son pouvoir. Il règne, oui, tant que cela ne dérange pas Rome. Vous vous concentrez sur un drame personnel pour occulter l'immense réussite politique. Parlons du résultat final. Avant Massinissa, la Numidie, c'était une mosaïque de tribus rivales. Après lui, c'est un royaume unifié, puissant, qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Il a mis fin aux guerres intestines. Il a sédentarisé les populations, développé l'agriculture. Il a même frappé sa propre monnaie. Il a créé un État. Syphax, avec sa politique d'équilibre, n'aurait jamais pu accomplir ça. Il maintenait la division pour mieux régner. Massinissa, lui, a utilisé la Pax Romana pour construire la Pax Numidica. N'a pas unifié la Numidie, il l'a conquise avec des légions étrangères, ne l'oublions jamais. Il est rentré chez lui escorté par l'armée de Scipion pour s'emparer du royaume de Syphax. C'est une unification par la force, sous tutelle romaine. Et le sort de Syphax, lui, est la preuve de la brutalité de cette soi-disant libération. Humilié, enchaîné, traîné comme un animal dans le triomphe de Scipion à Rome, pour finalement mourir en prison. Voilà le sort réservé par Massinissa à son rival numide. Est-ce que c'est l'œuvre d'un bâtisseur de nations ou celle d'un conquérant sans pitié qui a utilisé une puissance étrangère pour écraser son propre peuple ? Quand je lis Tite-Live, je sens presque la sympathie de l'auteur romain pour ce jeune prince fougueux et trahi. C'est une propagande incroyablement efficace qui nous pousse encore aujourd'hui à voir Syphax comme le vieil obstacle et Massinissa comme le jeune héros progressiste. La guerre est cruelle et la naissance des nations se fait souvent dans la violence. Mais le règne de Massinissa a duré près de 60 ans. 60 ans de stabilité et de prospérité. Il n'était pas une marionnette, c'était un maître tacticien qui a retourné l'alliance romaine à son avantage. Après la défaite de Carthage, Rome a donné à Massinissa le droit de reprendre toutes les terres qui avaient, je cite, appartenu à ses ancêtres. C'était une formule volontairement vague, et il l'a exploitée avec un génie politique certain. Pendant des décennies, il n'a cessé de grignoter le territoire d'une Carthage affaiblie et désarmée sous le regard, disons, bienveillant de Rome.
Il a utilisé la puissance romaine comme un bouclier pour mener à bien son propre agenda expansionniste. Il a fait de la Numidie la première puissance régionale. La première puissance régionale, oui, mais dont l'existence même dépendait du bon vouloir de Rome. Chaque fois qu'il annexait une ville carthaginoise, il devait en référer à une commission sénatoriale romaine. Chaque gain territorial qu'il obtenait avec l'aval de Rome renforçait le précédent, c'est-à-dire que Rome était l'arbitre suprême du destin africain. Il se croyait maître du jeu, mais il ne faisait que renforcer les barreaux de sa propre cage dorée. Il a enseigné à Rome comment gérer et finalement comment dominer la politique numide. Syphax a peut-être perdu, mais il est mort en ayant tenté de résister à cette ingérence. Massinissa a gagné son royaume, c'est un fait, mais il a placé la Numidie sur une trajectoire qui l'amènera inévitablement, un siècle plus tard, à devenir une simple province romaine. Il a gagné le trône, mais il a peut-être perdu l'âme de la Numidie. Au final, on doit juger un dirigeant sur ses résultats, non? Massinissa a hérité d'un royaume divisé, menacé. Il l'a laissé unifié, prospère et puissant. Confronté à la trahison de ses alliés et à la perte de son trône, il a fait un choix. Un choix audacieux et pragmatique en s'alliant à la superpuissance de son temps. Ce pari lui a permis de fonder une nation qui a survécu des décennies. C'est l'œuvre d'un bâtisseur d'État, pas celle d'un traître guidé par la rancœur. Pourtant, on ne peut pas ignorer le prix terrible de cette construction. En faisant passer son ambition personnelle avant tout, Massinissa a ouvert en grand la porte de l'Afrique du Nord à l'impérialisme romain. Il a activement participé à la destruction d'un royaume numide frère et à l'humiliation de son roi. Le royaume qu'il a bâti, aussi brillant fut-il, était fondamentalement un royaume client. Le premier et le plus réussi des États satellites de Rome, dont le destin était en fait déjà scellé par cette alliance fondatrice. Cette rivalité tragique, elle illustre parfaitement le dilemme des Gentili, des puissances moyennes prises en étau entre des empires. Entre la survie politique et la solidarité nationale, entre l'ambition personnelle et la préservation de l'indépendance, Massinissa et Syphax ont incarné deux voies radicalement opposées. Absolument. Et les sources antiques, qui sont largement pro-romaines, nous racontent l'histoire du vainqueur. Elles nous donnent les faits, bien sûr, mais le jugement que l'on porte sur ces deux rois reste finalement une question de perspective. C'est ce qui rend leur histoire si fascinante et si pertinente encore aujourd'hui.